Il est 16h45, merci de nous rejoindre dans le grand dossier. Trump envisage de bombarder massivement l'Iran, le son cabinet. Dans un quart d'heure maintenant pour une réunion cruciale. Nous serons à Washington dans un instant. Sur le terrain, les hostilités se poursuivent. L'Iran à Washington, retrouvez Mathieu Derrien. Mathieu, on a vu les images du président Trump sortir de la Maison-Blanche. Il est donc en route pour Camp David où il va réunir son cabinet pour, dit-il, une réunion cruciale sur l'Iran. Oui, il est parti de la Maison-Blanche il y a quelques dizaines de minutes pour se rendre donc à Camp David qui se trouve à devoir décider si sa réplique va rester limitée. Donc s'il va continuer à espérer une issue diplomatique à ce conflit, c'est un espoir qui n'est pas totalement éteint chez lui. Ou au contraire, est-ce qu'il va choisir la voie de l'escalade? Et dans ce cas, eh bien, un de ses hauts gradés principaux, l'amiral Brad Cooper, lui a présenté un plan de frappe intense sur l'Iran qui durerait de 10 à 14 iraniennes et donc donner un avantage aux États-Unis dans d'éventuelles négociations. Le problème, on le sait, c'est que le stock de munitions américaines, eh bien, il n'est pas infini, il diminue même dangereusement. Et donc Donald Trump, eh bien, va devoir trancher entre ces deux options dans les minutes qui viennent. Beaucoup Mathieu Derrien, on suivra bien sûr tout ça avec vous. Bonjour Elisabeth Shepard-Selam, merci d'être avec nous. Bonjour. Maîtresse de conférence, directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours, spécialiste défense et sécurité. Nicolas Richoux est à vos côtés. Bonjour Nicolas, bonsoir. Ancien commandant de la 7e brigade blindée. Et puis Gallagher Fenwick. Bonjour. Bonjour Gallagher, grand reporter, spécialiste des questions internationales. D'abord un mot sur ce plan qui a été présenté à Trump, un plan de frappe massive sur 10 à 14 jours. Est-ce que cette option, il pourrait la prendre, le président américain? Oui, bien sûr qu'il pourrait la prendre. Il faut expliquer que c'est l'amiral Cooper, donc le patron du CENTCOM, donc le QG régional basé au Qatar, et donc il y a la responsabilité du théâtre d'opération de la Perse jusqu'à la Méditerranée orientale, qui lui aurait présenté des options, parmi lesquelles celle d'un plan de frappe massif qui s'étalerait sur 10 à 14 jours et qui est censé dessiner quoi ? En réalité, une sorte de porte de sortie, parce que l'état-major américain explique à Donald Trump que, en l'état, ce qu'on appelle en anglais le knockout punch, c'est-à-dire cette espèce de la droite, le crochet, qui permettrait d'entraîner le chaos technique, comme à la boxe du régime, n'existe pas. Et donc, Donald Trump n'a que de mauvaises options face à lui. Soit un mauvais accord, on est déjà passé par une phase qui ressemblait fortement, dont on est désormais sorti, soit un retour à une forme de très haute intensité, donc c'est l'une des options qui lui est présentée, ou soit une continuité de ce à quoi nous assistons et que nous commentons en ce moment même, qui est une sorte de guerre de basse intensité qui peut se prolonger sur des mois, des années, avec de temps en temps des éruptions de violence un peu plus impressionnantes qu'un quotidien qui restera fait de fortes tensions, de navires ciblés, de Détroit d'Ormuz qui ne fonctionnera plus jamais comme il a fonctionné avant le 28 février, tant que le régime iranien tiendra en place, et des pays dans la région qui continueront de souffrir fortement de cette situation, et un monde entier qui continuera également d'en souffrir, lui, économiquement. Et on va suivre bien sûr une éventuelle prise de parole du président américain cet après-midi. Elisabeth, le fait qu'il réunisse son cabinet à Camp David, est-ce que ça dit quelque chose, ou est-ce que c'est des réunions qu'il fait très régulièrement? Alors, il ne fait pas les réunions très régulièrement à Camp David, qui... En dehors de son question un peu symbolique, dont on se souvient tous de l'histoire, il y a aussi, en théorie, la maison de campagne, mais si j'ai bien compris, n'est pas dans un état phénoménal. C'est aussi une façon de les isoler, peut-être de parler des options. Il avait déjà dit qu'il allait le faire, et puis il a fini par le faire à la Maison-Blanche. Ces réunions, selon qui est sur place, sont souvent aussi un moyen de mesurer les options et peut-être aussi de faire de la communication. On sait qu'il est dans la communication souvent. On verra aussi ce qui sort de cette réunion, si c'est pas aussi les petites clips, les petites vidéos qui vendent l'option qu'il a décidée, ou peut-être l'option de ne pas décider, ce qui est souvent aussi son cas, c'est-à-dire il a toutes les options dont on a parlé, mais il va falloir aussi le vendre, et je pense que c'est aussi ça qui... Alors lui dit évidemment que cette réunion sera cruciale, on suivra ça. Nicolas Richoux, il y a quand même une question qui se pose, si cette option des frappes massives était adoptée, pour quel résultat? Que peut-il obtenir de plus que les frappes qui ont déjà eu lieu au mois de février? Rien. Voilà, comme ça, c'est court comme réponse. Ça fait depuis 5 mois
Est-ce que vous croyez qu'après 5 mois de guerre, 12 ou 14 jours de bombardements supplémentaires vont résoudre quoi que ce soit ? Il utilise les mêmes moyens, pourquoi voulez-vous que les résultats soient différents ? Je veux dire, si encore il y avait sur le plan opérationnel un changement de posture qui lui permette de dire je me suis renforcé, il y a des troupes au sol, je ne sais pas, ou quoi, ou qu'est-ce, ou j'ai des alliés, et voilà. Mais même pas. Et notez bien que dans cette réplique de haute intensité, il n'y a même pas Israël. Dans la première partie de la guerre, il y avait Israël. Ce qui veut dire qu'on est encore dans une grammaire de négociation, de négociation de haute intensité, mais de négociation, puisque Israël, Netanyahou s'est déplacé à Washington, n'a pas eu visiblement l'autorisation de se joindre aux frappes, alors même que Israël est très clair sur ses buts de guerre depuis le début. Ça veut dire que Trump ne veut pas aller jusque-là, mais il n'y a aucune raison que 12, 14 ou même 20 jours de campagne supplémentaire obtiennent des résultats différents avec des moyens qui ne sont pas différents. Ça ne sera rien. Voilà. Gallagher, pardon, est-ce qu'il y aurait des cibles qui n'ont pas été frappées pour le moment et qui pourraient être envisagées ? De l'infrastructure civile avec le caractère extrêmement controversé de la nature de ces cibles, on s'approche très dangereusement, et j'entends par les États-Unis, tous ceux qui soutiendront cela, du crime de guerre, puisque le droit international prévoit le cas d'une dualité, mais qui exige de démontrer l'utilisation militaire de la cible. Il faut respecter un caractère de proportionnalité, et vous ne pouvez pas, au motif que ça pourrait, par exemple, être utilisé, le cibler et le détruire. En revanche, et ça a été très bien dit par le général Richoux, on a déjà assisté à 39 jours de bombardements très intenses menés par les États-Unis et Israël conjointement, et peut-être d'autres nations, l'avenir nous le dira si des secrets émergent ou quoi, qui ont très largement épuisé ce qu'on appelle dans le jargon la banque de cibles. Juste pour revenir d'un court mot sur le caractère, effectivement, et ça a été dit par Madame Shepard-Selam, de Camp David, il y a quand même un autre dossier qui mobilise beaucoup d'attention aujourd'hui, qui est celui de Gaza, et je pense que Donald Trump pense, et il a déjà commencé à communiquer sur son réseau social, concernant, vous savez, un éventuel accord qu'aurait trouvé ce qu'il appelle le Board of Peace, dont la France ne fait pas partie, pour un désarmement du Hamas, qui serait quelque chose d'absolument historique. Donc il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Voilà, je parlais tout à l'heure de ce théâtre d'opération qui va de la Perse jusqu'à la Méditerranée orientale. Il pourrait y avoir également des mots sur l'Iran, etc. dans ce cadre-là. Mais en ce qui concerne l'option présentée par Brad Cooper, est-ce que Donald Trump l'apprend, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est en réalité ce qu'il a déjà appris. Il est déjà passé par là avec des choses qu'il faut soustraire. Donc la plupart des cibles militaires est liées aux services de renseignement, au clergé, aux politiques qui ont déjà été, entre guillemets, traités. Donc vous pouvez les retaper, vous pouvez estimer que de l'infrastructure qui a été réaménagée peut nécessiter un retour, une deuxième, une troisième lame, mais elle sera à nouveau très vraisemblablement réaménagée derrière. On va aller sur le terrain. Merci Betsabé Salem d'être avec nous. Vous êtes à Tel Aviv. Est-ce qu'Israël se prépare à ce que Trump frappe massivement l'Iran ? Oui, tout à fait. Le sentiment au sein de la population, de l'armée, des renseignements, c'est que vraiment à tout instant, Donald Trump pourrait décider de frappes de grande envergure en Iran, avec possiblement, bien sûr, la participation d'Israël. Vous savez, ces dernières heures, il y a encore eu des ravitailleurs américains qui se sont dirigés vers le territoire israélien. Il y en a environ une centaine actuellement en Israël dispatchés entre les différents aéroports et les bases militaires aériennes. Alors, est-ce que Israël participera activement aux frappes ? Personne ici n'en sait rien et tout le monde insiste sur le fait qu'en fait ce sera Donald Trump qui décidera et que Israël n'aura pas son mot à dire, et cela même si les cibles concernent plus particulièrement le détroit d'Ormuz, qui pour Israël n'est pas une priorité. Alors bien sûr, Israël aujourd'hui est en état d'alerte aussi pour la défense. Évidemment, si Israël, aux côtés de l'armée américaine, frappe le territoire iranien, on s'attend ici à des ripostes. Mais même si Israël ne participe pas activement à des frappes américaines d'envergure, prenez l'exemple de la Jordanie, il est très possible que Téhéran décide de viser de toute façon le territoire israélien en arguant que de toute façon, Israël sert de base arrière aux forces américaines. Merci beaucoup Betsabé, on vous retrouvera tout au long de cette émission. Elisabeth, ce qu'on sait, c'est que Trump, il est complètement excédé par ce bourbier iranien, excédé aussi par ses conseillers qui n'ont pas tous la même stratégie pour s'en sortir.
Oui, alors ces questions de division interne sont très importantes. Je pense qu'il faut le souligner. Il y a ceux qui, et même de ce que je comprends du Wall Street Journal et d'autres médias américains, même entre Dan Kane, par exemple, le chef d'état-major, et Brad Cooper, l'amiral Cooper, qui est le CENTCOM, qui a préparé ce plan. Il y en a un, c'est-à-dire Brad Cooper, qui est beaucoup plus pour y intervenir, et un qui est beaucoup plus, on va dire, sur le retenu. Donc vous avez deux camps chez les militaires, mais bien évidemment aussi le camp Vance et les isolationnistes qui veulent plus des négociations et ceux qui sont plus interventionnistes. Ce qui fait qu'à la fois il y a une frustration, il n'y a pas une unité dans le camp, et ça pose énormément de soucis. Et puis aussi, il y a la frustration, il faut le dire, les élections arrivent. C'est très important. L'économie est touchée. Tout ce qui est chiffres sort. Donc pour Donald Trump, c'est très problématique. Kadi Adoumdouas nous a rejoint. Merci beaucoup, Kadi. Il y a aussi cette petite musique qui tourne sur les stocks de munitions américains. Est-ce qu'il a suffisamment de munitions et est-ce qu'il peut reprendre des attaques massives sur l'Iran ? Justement, la transition est très juste, puisque comme disait Elisabeth Shepard-Selam, alors Dan Kane, lui, il dit non. En tout cas, c'est ce que révèle le New York Times, qui nous dit qu'en fait, le chef d'état-major des armées, il a dit, en dehors des caméras, c'est ce qui est précisé, que la reprise des frappes épuiserait dangereusement les intercepteurs disponibles. Alors, il faut dire évidemment qu'après cette opération Epic Fury, qui a duré plus de 40 jours, plus de 13 000 cibles ont été frappées, plus de 1700 drones et missiles iraniens interceptés, et les stocks américains seraient gravement entamés. Alors, j'ai retrouvé un rapport du CSIS, vous savez, c'est le cercle de réflexion, d'influence et de conseil américain en matière de politique étrangère. Alors, ils nous disent que plus de 1000 missiles Tomahawk ont été tirés. Et selon les experts, les stocks ne reviendraient pas au niveau d'avant-guerre avant 2031. Il faut savoir qu'il y avait environ 3 à 4 000 Tomahawk, regardez. Et ici, le stock d'armement depuis février 2026, je vais vous le détailler. Jusqu'à 1430 Patriotes ont été utilisés sur un stock d'avant-guerre d'environ 2330, c'est-à-dire 60% d'utilisés. Entre 190 et 290 missiles THAAD tirés sur 360, ça fait entre 50% et 80%. La fourchette est assez large, je vous l'accorde. Et il faut noter quand même que chaque missile Patriot, ça coûte 4 millions de dollars. Un missile Tomahawk, c'est 2,6 millions. La production, en plus, de surcroît, elle est très lente. Il faut savoir que pour produire un missile, il faut entre 1 à 5 ans. Alors Donald Trump, il nie évidemment, c'est son rôle, toutes les difficultés. Mais alors étrangement, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, Pete Hegseth, il a demandé 87 milliards et demi de dollars supplémentaires devant la commission des crédits du Sénat. 87 milliards et demi au total. 67 milliards destinés uniquement au Pentagone pour cette guerre en Iran. Écoutez justement Pete Hegseth. Nous vivons dans un monde dangereux qui exige des mesures audacieuses et rapides, d'où cette demande de crédit supplémentaire pour 2026. Cette demande est un apport urgent et nécessaire de ressources pour répondre aux besoins immédiats de notre ministère. Cette demande de crédit supplémentaire ne saurait se substituer à une solution durable. Voilà, on va regarder ces images en direct. Donald Trump est en train d'arriver à Camp David, où il doit, Gallagher, réunir les membres de son cabinet pour une réunion qu'il dit cruciale, avec sur la table notamment ce sujet de l'Iran. C'est un président américain qui arrive, qui est complètement empêtré dans ce bourbier iranien et qui cherche une porte de sortie finalement. Oui, et bon, cette image qui résonne, et ça a été dit par Madame Shepard-Selam tout à l'heure, avec évidemment le cadre et l'histoire que ça vient convoquer, à savoir le Proche, le Moyen-Orient. C'est la première fois, me semble-t-il, depuis son 12e mandat qu'il s'y rend. Il devait y aller en mai pour des raisons météorologiques. À la dernière minute, le déplacement avait été annulé. C'est un endroit qu'il n'affectionne pas du tout, qu'il n'aime pas beaucoup, notamment parce que ça n'est pas du tout comme la Maison-Blanche, ça n'a pas été redoré. C'est pas dans le style qu'il affectionne. Mais ça permet effectivement de donner le sentiment que il va s'y dérouler un moment qui est censé, je dis bien censé, marquer l'histoire et qui devrait être, je ne le sais pas, mais ponctué par une ou des annonces concernant ces théâtres d'opération. Je vois pas d'autres raisons pour lesquelles il réunirait effectivement les membres les plus proches de son cabinet, de son administration, dans ce lieu. C'est vrai, Nicolas Richoux, que ces images, elles font toujours leur effet. On va suivre, bien sûr, le président américain, éventuellement, s'il nous parle maintenant ou après la réunion. Qu'est-ce qu'il a comme option sur la table face à ce bourbier iranien ?
Il a d'abord l'option des 12-14 jours, puisque c'est une option qu'on des 10 à 14 jours de frappe massive. Mais qui n'ont aucune assurance de donner un résultat. C'est-à-dire qu'on espère qu'en 12-14 jours, on va faire ce qu'on n'a pas réussi à faire en 5 mois. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? La deuxième chose, et il a prouvé, c'est que c'est céder aux Iraniens, vraisemblablement. C'est-à-dire, je veux un résultat à court terme, car je dois m'extraire, les mi-termes arrivent, etc. C'est pas bon pour l'économie, et j'en passe. Donc, il peut aussi, je dirais, larguer le bébé avec l'eau du bain, et puis de dire, je conclus cette affaire-là, même au détriment des intérêts des États-Unis. Au début, là, quand ils ont commencé à négocier, ce qu'ils ont commencé à négocier n'était absolument pas, je dirais, à la faveur des Américains. Donc il est capable, je pense, de céder un certain nombre de choses pour arriver à un deal qu'il présentera de toute manière comme une immense victoire. Et puis sa troisième option, ça sera de rejeter sur ses subordonnés la faute, bien entendu, les militaires, ceux qui l'ont mal conseillé, c'est toujours les autres qui sont des cons, il n'y a aucun doute. Donc surtout rejeter sur les autres, ça sera sa tactique de dire j'ai été mal conseillé et on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, etc. Voilà, bon. Mais il a assez peu d'options. Quand on dit ça, c'est vraiment toutes les options sont mauvaises en fait. Il n'existe pas d'option bonne. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment embourbé et que toutes les options sont mauvaises et que les États-Unis en sortiront éclopés. Voilà, le président américain qui sort de son hélicoptère, qui va rejoindre donc les membres de son cabinet pour cette réunion qu'il dit cruciale sur l'Iran, qu'on va suivre bien sûr sur LCI. Gallagher, vous vouliez intervenir ? Non, juste pour rappeler, parce que tout le monde ne s'en souvient pas nécessairement, et c'est bien normal que les accords de Camp David de 68, puisque c'est cette histoire-là qui est convoquée par cette image, parfois... c'est quand même un accord de paix historique de la première et la plus haute importance, qui suit la guerre, notamment ouverte par les... On va peut-être écouter juste quelques mots avant de rentrer dans cette voiturette. Gallagher. Non, je m'interromprais si jamais Donald Trump, parce qu'il est très coutumier du fait, prend la parole de manière un peu impromptue, histoire qu'on l'entende et qu'il explique peut-être quelque chose devant une presse qui l'accompagne. Il faut rappeler qu'il y a un pool de journalistes qui le suit de manière permanente et qui est prêt positionné afin de pouvoir, le pool, capter ces images et une éventuelle prise de parole improvisée par le président des États-Unis. Non, je rappelais juste en 78 la présence sous la houlette du président de l'époque, Jimmy Carter, que Donald Trump considère comme étant un loser du fait de ce qui s'était passé en Iran sous sa présidence, mais tout de même avait réuni Sadat, l'Égyptien, Begin, l'Israélien. L'Égypte de Sadat est le premier pays arabe à reconnaître Israël après 30 ans d'animosité, pour ne pas dire de guerre. Et c'est un moment aussi, quelque part, de magie diplomatique, puisque l'armée égyptienne, les armées de Sadat, sont très largement battues par les Israéliens, qui traversent même le canal de Suez, qui encerclent l'armée égyptienne. Les Américains leur disent de rentrer à la maison, et au terme d'un processus diplomatique qui prendra plusieurs années, les Égyptiens vont récupérer tout le Sinaï. Mais les Israéliens vont gagner la paix, et les Égyptiens aussi, avec ce voisin. Donc, c'est pour dire que c'est quand même un lieu qui est marqué par une histoire très très forte. Il n'y a pas que cet épisode-là, il y en a d'autres, mais c'est ce qui me vient à l'esprit en attendant peut-être des annonces importantes. Et là, on voit arriver d'autres membres du cabinet. Susie Wiles, la directrice de cabinet qu'on voit de dos. Et à gauche, je ne sais pas si c'est Marco Rubio, je suis désolé, je crois que c'est... Ah oui, il y a Pete Hegseth. Il y a... donc le secrétaire à la Défense. Trésor, ça doit être peut-être Caroline Leavitt, ou alors la personne qui accompagne un peu Donald Trump partout, qui gère ses réseaux, son réseau social. Elisabeth, comment se déroulent en règle générale ces réunions ? Est-ce que ça dure longtemps ? Est-ce qu'on peut attendre des annonces à l'issue d'une telle réunion ? Alors deux choses, oui, ça peut durer très longtemps parce qu'il aime beaucoup parler. On se souvient d'une dernière réunion de ce type qui était censée être à Camp David mais qui a fini à la Maison-Blanche, où il parlait et ils étaient tous autour de la table et on voyait notamment Marco Rubio qui roulait des yeux, qui avait... Enfin, il y avait quelques annonces, je crois que c'est là où il avait dit qu'il n'était pas très content avec le sultanat d'Oman et que Marco Rubio était là à avoir des attentes qui sont après parfois surprenant de Donald Trump, parce qu'on parle de l'Iran, mais il est aussi capable de sortir tout et n'importe quoi. Moi, je rejoins M. Fenwick quand il dit qu'il pourrait parler, par exemple, du Board of Peace et de Gaza. C'est une annonce où il
sort un peu plus victorieux que l'Iran. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être soulever. Cette semaine, il y a eu aussi les votes sur la Russie, enfin sur les sanctions sur la Russie et sur l'Iran. Il peut aussi en parler. Et puis, on est vendredi, les marchés vont fermer. Il peut aussi essayer de calmer des choses pour les ouvertures lundi, c'est-à-dire parler aussi de tout ce qui est coût de la vie, coût de pétrole, qui sont vraiment affectés par ce qui se passe au Moyen-Orient. Nicolas Richoux, Kadi nous parlait des munitions. Est-ce qu'il y a un vrai sujet derrière ça? Il y a un grand sujet, parce que si vous avez des armements et pas de munitions, vous avez un tas de ferraille à disposition. Donc les armements coûtent très cher, ils les ont dépensés de manière véritablement sans compter, en pensant avec une campagne courte mais extrêmement vive, où on dépense beaucoup de munitions pour mettre à genoux l'Iran, vraisemblablement en quelques jours, suite à la mort de l'ayatollah Khamenei. Donc ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet. C'est un problème que les militaires, même en France, connaissent bien. Oui. Le flux tendu, quand vous n'avez pas les munitions et qu'il faut des mois, moi je note les Tomahawk, pas de recomplètement avant 2031, c'est 5 ans. Enfin, je veux dire, vous imaginez l'affaire. Donc oui, c'est un vrai sujet, et c'est vraisemblablement un des éléments majeurs qui va décider de l'issue de la campagne. Parce qu'une fois que vous n'avez plus de munitions, autant nous on peut en commander à la limite aux Américains ou aux Alliés, etc. Eux c'est eux qui ils fabriquent les Patriotes, ils fabriquent les Tomahawk. Si ils en ont plus dans leurs usines, c'est fini. Et ça veut dire aussi que la campagne n'est pas une campagne exclusivement militaire, c'est une campagne industrielle, c'est une guerre industrielle. Et si l'industrie ne suit pas, ce qui est le cas, c'est fichu, parce que cette guerre n'a pas été anticipée. Et donc aujourd'hui, on n'est pas capable de monter en puissance dans le tempo de la guerre, parce que la guerre c'est maintenant, c'est pas demain, et c'est pas en 2031. Donc là, il a un sujet qui est très très compliqué à résoudre, et je pense pas que en entrant pour finir dans cette séance, il sache véritablement la décision qu'il va prendre. Il va y avoir à mon avis, des discussions très vives entre les tenants, les partisans, Duncan, etc., Brad Cooper. Je pense qu'ils vont quand même discuter assez violemment des options, et peut-être que c'est les militaires qui vont tempérer Donald Trump ce soir. Elisabeth. Juste une chose, je pense qu'il faut quand même être un peu plus prudent sur cette question de munitions pour 2 raisons. Il y a que certaines munitions qui sont en manque. C'est surtout des munitions défensives. Cette question des patriotes est vraiment très importante. Il reste quand même beaucoup d'autres munitions, notamment pour frapper l'Iran, mais pas pour protéger les alliés. Et c'est ça qui est très important et qui les retient beaucoup. La deuxième question, cette question de munitions, c'est aussi une question, on va dire, on parle des divisions internes. Au sein même du département de défense, il peut avoir aussi, je ne vais pas dire un coup de pub ou un coup de com', mais parce qu'il y en a certains qui pensent qu'on dépense trop sur l'Iran pour pas se protéger assez de la Chine, je pense notamment à Eldridge Colby et toute sa bande, et qui peuvent dire, regardez, vous êtes en train de nous dépouiller, et donc je me méfie toujours des annonces trop importantes. Très clairement, il y a un problème sur notamment les Patriotes et les Tomahawk, mais il n'y a pas que ça en munitions. Oui, Gallagher. Non, on peut s'attendre à des annonces très très fortes, peut-être même, alors je ne sais pas si ce sera en direct, mais la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a expliqué que ce serait la première fois de l'histoire qu'une réunion de cabinet serait donc filmée et retransmise, donc son image pour la population, un peu comme la scène qui avait été décrite tout à l'heure, qui s'était déroulée depuis la Maison-Blanche, donc avec son état-major politique et peut-être en partie militaire autour de lui. Donc on les a vus monter à bord d'un Osprey ou peut-être à bord de Marine Force One, pour rejoindre Donald Trump, donc Marco Rubio, Pete Hegseth, Caroline Leavitt et d'autres. Donc oui, il y aura des... Juste sur les munitions, il y a une séquence, alors mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais cette semaine où Mike Waltz, vous savez, celui qui était justement le patron du Conseil de sécurité nationale et qui a été exfiltré de ce poste pour être envoyé représenter les Nations Unies représenter les États-Unis aux Nations Unies, qui cette semaine a commencé par expliquer dans une même phrase que s'il y avait d'un manque de munitions, donc il le reconnaît, c'est de la faute de l'équipe présidente, donc on prend Biden qui a tout envoyé à l'Ukraine, mais derrière en disant que ceux qui mentent en disant qu'il manque des munitions doivent être traduits en justice pour trahison de la nation, dans une même phrase. Donc c'est quand même un sujet qui, effectivement, et là je suis d'accord là-dessus, divise et cristallise effectivement les passions au sein de cette administration. On va aller sur le terrain cette fois à Doha pour retrouver Margot Perry. Merci Margot d'être avec nous. Pendant ce temps, les hostilités se poursuivent sur le terrain avec l'Iran qui s'en prend toujours à ses pays voisins, notamment au Koweït ces dernières heures, et aux pétroliers dans le détroit d'Ormuz.
Oui, le Koweït affirme avoir intercepté des drones en provenance du territoire iranien. Dans le même temps, l'Iran affirme avoir frappé 2 pétroliers dans le détroit d'Ormuz qui auraient été sous contrôle américain aérien. Tout cela fait suite également à d'autres frappes intervenues dans la semaine sur la Jordanie, mais aussi sur Bahreïn. On se pose donc forcément la question d'une nouvelle montée des tensions. L'Iran, qui toutes ces attaques sont revendiquées par le corps des gardiens de la révolution, affirme qu'elles sont en représailles d'autres frappes américaines intervenues dans la semaine, notamment sur l'île de Keshm, des frappes mortelles sur cette île stratégique pour eux, pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc forcément, les tensions s'accentuent. Elles s'accentuent aussi sur un autre détroit, le détroit de Bab el-Mandeb, qui cette fois est surtout indispensable à l'Arabie saoudite depuis le blocus du détroit d'Ormuz. Les rebelles yéménites, les Houthis, affirment qu'ils veulent justement installer un blocus maritime sur l'Arabie saoudite, qui donc, pour pallier ce problème, a créé une coalition avec plusieurs pays afin d'assurer la sécurité de sa navigation dans ce détroit d'Ormuz. Si les frappes s'étaient donc ralenties et un petit peu réduites en termes de quantité ces derniers temps, l'accalmie aura donc été de courte durée et surtout elle semble s'être étendue géographiquement parlant. Merci beaucoup Margot Perry avec Mathis Biller. À l'instant, dans une interview accordée à Fox News, Donald Trump dit que la confrontation avec l'Iran, je cite, se déroule très bien. Nous n'avons d'autre choix que de continuer à gagner jusqu'à ce que quelque chose se produise enfin. Nous les frappons fort et nous continuons à gagner. À la fin, ils n'auront d'autre choix que de capituler. Merci Romuald Thiora d'être avec nous. Vous êtes essayiste, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis et de l'IRIS. Pensez-vous que le président américain pourrait choisir l'option dont on parle tout à l'heure, qui lui a été présentée, de frappes massives sur l'Iran pendant 10 à 14 jours pour se sortir de ce bourbier iranien? Écoutez, il y a plusieurs options qui se présentent pour le président américain et qui ont déjà été expliquées sur votre plateau. La première, le président, effectivement, comme ça a été dit, est totalement embourbé dans ce dossier iranien, et cela depuis le départ. Il faut voir qu'ici, aux États-Unis, le protocole qui a été signé à Versailles il y a un peu plus d'un mois est considéré comme une capitulation de la part de Donald Trump, et sa base MAGA, son électorat de cœur, a commencé à gronder, voire à se détourner à quelques mois des élections de mi-mandat, de ce président qui semble ne pas avoir respecté sa parole en nous entraînant dans une guerre style Irak ou Afghanistan. Bref, donc Trump était déjà empêtré il y a plusieurs semaines, il a pensé s'en sortir avec ce bout de papier, ce protocole de Versailles. Il a été obligé de répliquer avec force aux dernières provocations iraniennes, une fois encore, pour montrer à son électorat, aux Américains, qu'il était encore le boss, qui savait encore répondre. Aujourd'hui, il faut qu'il se sorte absolument de ce qu'est donc plusieurs possibilités. Une chose qui est certaine, tout d'abord, c'est ce qui a été également dit tout à l'heure. Nous allons assister à une mise en scène. C'est du théâtre aujourd'hui, c'est du grand Trump. Il veut montrer au peuple américain que c'est une réunion de première importance. Il va faire des annonces. Sans doute, il va revenir, comme ça a été dit, sur Gaza, qu'il va essayer de présenter le désarmement du Hamas comme une grande victoire diplomatique, voire géostratégique. Pour le reste, écoutez, il y a plusieurs possibilités. Soit il va nous faire des annonces bateaux en disant que oui, quelques opérations sont encore nécessaires, mais que les États-Unis sont arrivés à ont atteint leurs objectifs et que bientôt le dossier iranien va être derrière nous. C'est une possibilité. Ou alors, il va annoncer effectivement des bombardements massifs. Mais une fois encore, si le président va pour des bombardements massifs, il doit s'assurer cette fois-ci qu'il y aura un résultat. Le régime probablement tiendra encore, et si le Téhéran ne fait pas de concessions, il se retrouvera encore plus humilié qu'il ne l'est aujourd'hui face à son électorat. C'est un président très impopulaire, qui les Américains reprochent vraiment et virulement cette guerre et la capitulation de Versailles. Gallagher, face à Trump, quelle est la stratégie iranienne? C'est une très très bonne question, parce qu'il faut oublier qu'effectivement il y a deux acteurs et donc deux personnes qui ont un vote dans cette histoire. Et la stratégie iranienne, on l'a vu se dessiner mardi dernier quand le président des États-Unis a reçu Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche. C'est de faire comprendre qu'ils ne seront plus désormais en réaction, mais à l'initiative. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, parmi leurs options, celle de montrer qu'ils peuvent encore davantage étendre, au sens géographique du terme,
le conflit en allant frapper, par exemple, jusque dans un port sur la Méditerranée égyptien d'Amatié et toucher 2 navires, dont un américain, qui transporte et contient du gaz naturel liquéfié. Ou encore mener, comme il l'aurait, j'emploie le conditionnel, puisque en termes d'attribution, les services américains ne sont pas encore définitifs, des cyberattaques contre l'infrastructure critique aux États-Unis. Il y aurait, conditionnel à nouveau, dans le Minnesota, des réseaux d'alimentation en eau potable qui auraient été, pendant quelques heures, touchés, paralysés par une cyberattaque. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de l'utilisation de rançongiciels afin d'extraire des sommes financières des personnes ou institutions ciblées, mais bien de pénaliser un système, d'où l'idée que ce serait très probablement les Iraniens. Et ce qu'on apprend en lisant sur cette cyberattaque, c'est que les États-Unis en éprouvent et en connaissent des quantités assez importantes en ce moment. Et dans l'arsenal iranien, il ne faut pas oublier qu'il y a cette arme également et dont ils font, et ils l'ont montré, qu'ils savent en faire usage. Donc il y a cette idée, en fait, et je pense que c'est pour ça que ce qui peut tenter le président Donald Trump, dans l'option Cooper, donc le patron du CENTCOM, avec cette idée d'une campagne sur 10 à 14 jours, c'est de reprendre l'initiative pour éventuellement quitter d'une manière ou d'une autre le théâtre, sans avoir été celui qui a subi dans le dernier quart d'heure, qui s'est retrouvé à genoux et qui sort. C'est d'essayer de se remettre debout, de taper de manière symbolique, Boucher, la côte, comme ils l'ont fait, etc., faire des annonces, et ensuite s'extraire par des espèces d'acrobaties verbales, politiques, en disant, comme il vient de le faire, et vous avez cité ces mots, on a gagné jusqu'au bout, ils ont capitulé. Quand vous regardez la liste, il faut toujours se la remettre en mémoire, que ce soit chute du régime, programme nucléaire, balistique, les drones, les proxys, et en plus maintenant, vous avez Hormuz. Et qu'est-ce qu'on a appris cette semaine, notamment par le biais de CNN, que effectivement, il y a une circulation qui a repris par Hormuz. Pourquoi et comment ? Eh bien, en empruntant la route qui est imposée par le régime iranien. C'est-à-dire que celle qui devait être protégée par les Américains, donc le cabotage le long des côtes omanaises, eh bien, elle est plutôt évitée. Nicolas Richoux, on a vu avec notre reporter à Doha, Margot, l'Iran vise encore les bases militaires américaines dans la région, vise des pétroliers, mais ne vise pas des bâtiments américains dans la région et ne vise pas non plus directement Israël. Oui. Ben, il reste encore dans une grammaire de négociation. Je pense que les Américains le font aussi, c'est-à-dire qu'ils font attention dans leur ciblage à ne pas aller trop loin, mais en montrant leur pouvoir de nuisance. Parce qu'on nous explique depuis le début que l'Iran n'a plus que des capacités résiduelles de frappe, etc. On s'aperçoit que c'est pas tout à fait le cas, et que le régime qui aujourd'hui est aux mains n'est plus aux mains des modérés, aux mains des gens qui sont un petit peu jusqu'au-boutistes, qui ont compris d'ailleurs la faiblesse structurelle des États-Unis, qui n'arrivent pas à aboutir à transformer une victoire militaire, parce que c'est une victoire militaire, je veux dire, il n'y a pas de doute, ils ont aplati l'Iran sur le plan militaire, mais ils n'arrivent pas à le transformer en victoire politique, c'est-à-dire à faire capituler l'Iran. Et donc là, c'est le facteur temps qui va être le pire. Donc, mais il reste encore dans une grammaire relativement modérée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à mon avis, c'est la fin des bases américaines aussi près de l'Iran. Je veux dire, la faiblesse des bases américaines qui sont dans le golfe Persique, de l'autre côté du détroit, à quelques centaines de kilomètres à peine du territoire iranien, je pense qu'ils vont être obligés de repenser complètement leur dispositif dans la région, et ça c'est une véritable défaite stratégique. La 5e flotte qui était là, etc., etc. Aujourd'hui, tout est à portée de main. Ils sont obligés de reculer. On voit que Israël d'ailleurs devient de plus en plus une plaque tournante, donc très loin pour les États-Unis, bien plus que ces bases-là qui elles ont montré une véritable vulnérabilité. Ouais. Non, tout à l'heure sur la question de l'Iran qui prend l'initiative, mardi dernier quand ils ont frappé de manière très symbolique, les Iraniens, Muwafaq Salti, donc la base américaine en Jordanie, où sont décédés les soldats américains il y a quelques jours. Par ailleurs, je suis d'accord avec ce que dit le général Richoux, ce qui est très intéressant dans le sentiment, si vous voulez, que j'ai du rapport de Donald Trump à cette guerre, c'est qu'il a inversé la logique, on va dire, classique et clausewitzienne, qui est d'établir des objectifs politiques, et donc ce qu'on appelle les effets finaux recherchés, et ensuite de mettre des moyens militaires à disposition, donc des canaux militaires, donc la force cinétique, pour atteindre ces objectifs. En fait, Donald Trump, il tape
il casse, et puis après, il voit ce que ça donne. Et il essaye de nommer les choses. Donc, ça a été très bien dit, vous avez tout un tas de victoires tactiques, parce que la domination, j'allais dire, technologique, elle est indiscutable, mais il n'y a pas de conversion dans une victoire stratégique. Et c'est ça qui est assez, j'allais dire, fascinant, c'est que vous avez une somme de victoires tactiques qui dessine une défaite stratégique. Parce que plus le temps passe, plus, en fait, on a, notamment par le biais d'une partie de la presse américaine qui travaille très bien sur le sujet, par des enquêtes, etc., un paysage qui se dessine, qui est très différent. Et vous allez me dire, il y a toujours la propagande dans la guerre, mais en termes de pertes matérielles et humaines côté américain, je ne parle pas que des décès, mais des blessés qui se compteraient par centaines, et avec une espèce de rafistolage du côté du Pentagone, donc de chiffres qui finissent par être trafiqués. On va aller sur le terrain, nous attend notre correspondante Bethsabée Salem. Avec vous, Bethsabée, on va parler de la guerre de l'ombre, notamment le CIA et le Mossad qui traquent l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Que sait-on sur cette surveillance ? Oui, effectivement, vous avez Mojtaba Khamenei qui a pris des leçons, si je puis dire, de la mort de son père, de l'élimination de Ali Khamenei, puisque il a été localisé donc grâce aux renseignements israéliens, son père, l'ex-guide suprême iranien, et depuis, il semblerait, selon de nombreuses sources ici, que Mojtaba Khamenei refuse du coup de s'approcher d'un téléphone portable, d'un ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'il évite tous les moyens de communication qui sont susceptibles d'être récupérés par les écoutes électroniques, et il s'éloigne aussi bien sûr de tout ce qui est caméra de surveillance et tous les moyens dont dispose en général le Mossad et la CIA pour localiser des cibles potentielles. Alors qu'est-ce qui reste au Mossad finalement ? Eh bien le renseignement humain, c'est-à-dire les informateurs, les agents qui sont sur place en Iran, et le but des renseignements israéliens, c'est d'identifier surtout les personnes qui rencontrent physiquement Mojtaba Khamenei pour aller jusqu'à lui. Alors de qui parle-t-on ? Eh bien ça peut être des coursiers, des messagers, ça peut être des médecins. Il y a quelques membres des gardiens de la Révolution aussi qui rencontrent Mojtaba Khamenei, qui bien sûr vit de façon extrêmement précautionneuse. Merci beaucoup Bethsabée Salem. Gallagher, ce sont des services de renseignement les plus sophistiqués du monde. Voilà, et pourtant, ils n'arrivent pas à trouver le guide suprême. Alors, deux choses. Il y a un caractère assez malsain à cette conversation. Il faut quand même rappeler que c'est évidemment illégal. D'abord, d'assassiner un chef d'État et de gouvernement. Le droit international ne prévoit pas, si vous voulez, de provisions qui permettent, voire même tolèrent cela. Deuxièmement, en plus d'être illégal, c'est idiot. Et on revient à la même conversation et les mêmes formules, c'est-à-dire qu'ils l'ont déjà fait. Et regardez ce que ça a donné. Donc vous avez tué le père de 86 ans, vous avez le fils de 56 ans, et on apprend par le New York Times il y a quelques jours que lui, après qu'on ait tué son père, une partie de sa famille, des enfants, etc., autour de lui, tout ça majeur, il est très tenté, davantage que son père, par le fait de franchir le seuil du nucléaire, et donc l'acquisition de la bombe. Donc consacrer, si vous voulez, énormément de moyens, et vous avez fait référence technologique, hyper impressionnant, etc., pour localiser afin de l'éliminer, et ensuite, mais après, le collège se réunira, il y aura un nouvel ayatollah, et puis on reprend, parce qu'en l'occurrence, le stock d'ayatollah, il est également sacrément enrichi du côté de la République islamique d'Iran. Donc, écoutez, je pense qu'il y a effectivement un intérêt du point de vue du renseignement à essayer de le géolocaliser, mais davantage que l'élimination, c'est d'essayer de comprendre le rôle qu'il joue désormais dans la prise de décision. Parce qu'il y avait une photographie, je dis assez claire, parce que l'opacité fait partie, l'opacité elle est matricielle dans ce régime. C'est une partie des éléments de sa défense. C'est-à-dire le fait qu'on ait beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne, c'est intentionnel. C'est-à-dire des cercles qui ne sont pas toujours concentriques, qui sont parfois même en compétition les uns avec les autres, permet de compliquer l'équation de l'adversaire. Ça complique l'équation également à l'intérieur, puisqu'on parlait tout à l'heure des divisions au sein de l'administration Trump. Il y a des divisions très très prononcées au sein de ce régime. J'en veux pour preuve des scènes qui ont été rapportées, notamment Arakchi, je crois, le ministre iranien des Affaires étrangères, et Pezeshkian, Kayassé, qui sont sortis par leurs services de sécurité lors des processions funèbres à la mémoire de l'ancien guide suprême. Donc,
Bon, après, on peut, se passer en revue les rumeurs sur le fait que depuis 5 mois, il n'aurait pas utilisé, je pense que c'est vrai d'ailleurs, de téléphone, d'ordinateur, d'informatique, etc., l'utilisation de coursiers à l'ancienne, donc une méthode de communication très artisanale. Finalement, c'est quoi les rumeurs qui circulent sur... alors ça, c'est pas des rumeurs, mais il n'y a pas de son, pas d'image, mais ce qui est compréhensible, puisque avec le son et l'image, vous pouvez géolocaliser une personne, donc faciliter son élimination physique. Et puis bon, après, le président Pezeshkian dit qu'il l'aurait vu, qu'il l'aurait qu'il aurait pu passer du temps avec lui, mais il y a 0 son, 0 image, et donc beaucoup d'interrogations sur son état. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il y a quand même un élément, c'est qu'aucun service de renseignement occidental, le Mossad ou bien américain, ne dit qu'il est mort. Donc c'est vraisemblablement le fait qu'il n'est pas mort, parce que sinon il le dirait. On imagine que s'il était mort, Trump se serait vanté de dire regardez, on l'a dessoudé, il y a aucun problème, regardez. Le fait que aujourd'hui, il y a un mystère autour de lui. Il est peut-être en mauvais état, il est peut-être même pas en état de parler, on n'en sait rien. Il est peut-être vraiment, peut-être entubé, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il n'y a aucune confirmation de sa mort, sinon on le saurait déjà. Ça, c'est absolument certain. Elisabeth. Non, effectivement, je pense que vu comment Trump s'était vanté de l'élimination de son père, et il aurait fait de même avec Khamenei fils, les rumeurs sont quand même assez... il y a beaucoup de rumeurs, notamment qui n'est même pas en Iran. Ce qui est une des rumeurs qui circulent dans certains groupes de renseignement, notamment aux États-Unis. Je pense aujourd'hui, c'est surtout, et ce que disait M. Fenwick, c'est-à-dire il faut aussi savoir qui gouverne véritablement. Et donc identifier si juste il n'est pas dans un coma. Parce que s'il est dans un coma, en fait, ça veut dire que c'est pas lui qui parlait depuis quelques semaines. Donc il y a quand même des informations qui pourraient être importantes pour savoir quelles sont les vraies divisions internes, qui décide véritablement et qu'est-ce qui est en train de se passer en interne. Bethsabée Salem est toujours à Tel Aviv. Merci Bethsabée. Les Iraniens, alors avec les moyens qui sont les leurs, qui ne sont pas du tout les mêmes que les Américains et les Israéliens, mais est-ce que les Iraniens aussi espionnent les Israéliens ? Oui, bien sûr. Il y a eu plusieurs histoires d'espionnage dernièrement qui ont fait pas mal parler d'elles dans les médias ici. Vous avez encore cette semaine un ambulancier et infirmier de 34 ans du nord du pays qui, en échange de plusieurs milliers d'euros, a fourni des informations à l'Iran sur notamment les hôpitaux israéliens, sur par exemple le fonctionnement de ces hôpitaux en cas d'urgence, en cas d'évacuation, vous savez, pendant la guerre, des patients vers les sous-sols, par exemple, de ces structures, mais aussi, par exemple, alors que le président Herzog visitait l'hôpital de Naria, au nord du pays, il a pris des clichés du président, il a pris des photos du village de l'ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, là où il habite. Et puis, au-delà de ses activités professionnelles d'ambulancier, il a aussi photographié, par exemple, des sites d'impact de missiles pendant la guerre. Et ça, c'est ce que l'Iran demande régulièrement à ses agents israéliens en Israël, pour comprendre où est-ce qu'exactement le missile a frappé, quels ont été les dégâts, et ça permet à l'Iran notamment d'aiguiser les prochains tirs de missiles. Et il faut savoir que non seulement ces affaires d'espionnage, elles se multiplient, mais en plus, cette semaine, les renseignements israéliens ont affirmé que les tentatives de l'Iran de mener des attentats contre de hauts responsables israéliens, ces tentatives, elles, redoublent en ce moment. Je vous rappelle que cette semaine, Benjamin Netanyahou a décollé pour Washington véritablement en catimini. Il n'a donné à personne l'heure du départ. Il est parti d'une base militaire et non pas de l'aéroport Ben Gurion. Et donc, il y a énormément de protection supplémentaire qui est donnée par le Shin Bet, les renseignements intérieurs israéliens. Merci Bethsabée Salem Gallagher. Non, c'est intéressant parce que, et ça a été dit par Madame Bethsabée Salem depuis Israël à l'instant, pas s'imaginer que les Iraniens réussissent à faire rentrer des agents iraniens, donc ils utilisent des proxys, des gens qui vont embaucher, qui vont éventuellement rémunérer via de la crypto-monnaie. Et je pense qu'il y a probablement des tests qui sont effectués, donc des missions très, très simples au début, qui sont tout simplement de photographier des éventuelles installations assez anonymes et peu utiles. Et puis il y a de manière incrémentale
le fait effectivement d'aller jusqu'à géolocaliser le président dans un contexte en plus médical. Je crois qu'il n'y a pas eu que le président, il y a Bezalel Smotrich, également ministre des Finances, qui aurait, dans le plan conditionnel, été ciblé par ce même espion, qui aurait été appréhendé. Les services israéliens derrière ont diffusé une vidéo justement de l'arrestation de cette personne. Si vous projetez dans un projet d'attentat... Place au direct, on écoute Donald Trump depuis Camp David. We'll let you talk about certain things we can't answer because they're ongoing and very important. But this is one of the most talented teams ever to serve the United States and in the United States government. This is a talented group of people. Let's see. Alors voyons voir qui nous avons autour de la table. Yeah, a couple of steps, but that's okay. Quelques personnes que je connais. Les États-Unis sont plus sûrs, plus forts, plus couronnés de succès qu'il y a 2 ans, que jamais même. Nous construisons plus d'usines que jamais. Notre pays se porte très bien aujourd'hui. Lorsque je suis arrivé en fonction, nous avons hérité d'une catastrophe totale. La dernière administration avait créé la pire inflation en 48 ans, la frontière la plus dangereuse, la plus insécure et un déficit commercial comme nous n'en avions jamais vu par le passé. Une criminalité hors de contrôle, des mutilations pour les enfants transgenres, du chaos, une catastrophe aux 4 coins du monde. À part cela, ils ont fait du bon travail. En moins de 18 mois, nous avons transformé la situation. Aujourd'hui, nous avons la frontière la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Je crois que nous avons la frontière la plus sûre. 25 millions de personnes étaient venues dans notre pays en 4 ans, mais aujourd'hui, la frontière est fermée. Nous avons à présent la frontière la plus solide, la plus sûre. Je viens de recevoir un rapport et ces 15 derniers mois, nous n'avons pas eu d'entrée sur notre territoire. 0 personne. C'est difficile d'y croire. On peut se demander si c'est possible. Mais il y avait 25 millions de personnes qui avaient traversé la frontière avant. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. 0. Le taux de criminalité a énormément baissé, la plus grande baisse. Le taux de criminalité le plus bas depuis les années 1900. Aujourd'hui, je tiens à dire que nous avons entendu qu'il y avait une cyberattaque contre le Minnesota. Alors certaines personnes disent que c'est la faute de l'Iran. Je pense que c'est la faute du Minnesota plutôt qui ne s'en sort pas très bien. Je pense que c'est plutôt la faute des gouverneurs corrompus du Minnesota. L'Iran a d'autres choses à traiter que d'autres choses que de s'attaquer au Minnesota. Ce mois, nous avons annoncé la baisse de l'inflation, une baisse plus rapide que depuis de nombreuses années. Nous voyons de grandes baisses de prix pour de nombreux produits alimentaires de la part de grands magasins. Quelque chose que l'on attendait depuis un moment, quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis un moment. La bourse s'en sort très bien. Beaucoup de records battus. Le président américain qui a réuni les membres de son cabinet à Camp David, il a eu des mots, voilà, les États-Unis n'ont jamais été aussi forts, jamais été aussi sûrs. On reviendra s'il parle de l'Iran, puisque c'est le sujet ce soir qui nous intéresse dans ce grand dossier. Il a quand même eu un mot, Elisabeth, pour cette cyberattaque dans le Minnesota. Il faut dire que des pirates iraniens sont soupçonnés. Bon, lui, il dit c'est la faute du Minnesota. Voilà. C'est quoi cette affaire ? Alors, 2 choses. Donc, il y a une attaque sur l'infrastructure, comme disait M. Fenwick, qui serait attribuée à l'Iran. C'est pas très étonnant. Il faut regarder l'histoire et les capacités iraniennes dans le domaine. Ils ont déjà attaqué. Moi, je pense aux grandes attaques contre Aramco, donc les Saoudiens, où ils ont totalement effacé tout ce qu'il y avait sur leur serveur pour mettre un drapeau américain qui
brûlé sur les ordinateurs, c'était à une époque. Ils ont aussi attaqué leurs voisins, notamment le Bahreïn. Donc, ils ont cette capacité depuis très longtemps et ils l'utilisent. Ils l'ont déjà utilisé aux États-Unis avec plus ou moins de succès. Donc, c'est pas très étonnant. Ce qu'il fait et ce qu'il fait souvent Donald Trump, c'est aussi de l'instrumentaliser pour des raisons basement politique. Pourquoi le Minnesota? Le gouverneur, qui est un démocrate très connu, il accuse d'être de sa faute. C'est pas la faute des Iraniens, c'est la faute. Donc, on est quand même dans un discours qui est national, qui est la politique de base en interne, tout en parlant un peu de l'Iran. Mais comme je disais tout à l'heure, avec une réunion comme ça, on s'attend sur l'Iran, il peut parler de tout et n'importe quoi. Moi, je pense plus sur l'économie que sur autre chose, parce que c'est sa base et ce qu'ils veulent en interne. Et l'Iran intéresse peut-être moins les Américains qui vont aller voter en novembre. Oui, vous n'êtes pas surprise, en fait. On va retrouver Romuald Siora. Romuald, on entend le président américain qui a parlé de la politique intérieure. On voit aussi les sondages. Il y a très peu d'Américains qui soutiennent sa gestion du dossier iranien. Est-ce que ça, et à l'approche des midterms, est-ce que ça pèse dans sa façon de gérer ce dossier et ce bourbier iranien? Bien évidemment, écoutez, pour la première fois en plus de 10 ans, c'est la base MAGA qui s'éloigne progressivement de Donald Trump, un président qui avait promis, juré lors de la campagne présidentielle de ne pas nous entraîner dans une guerre style Irak ou Afghanistan. Et une fois encore, ce qui est vraiment pas passé auprès des Américains, mais surtout des MAGA, c'est l'aspect financier qui a suivi le protocole de Versailles. Alors les MAGA sont peut-être pas tous très cultivés, mais quand même 300 milliards potentiellement d'investissements en Iran, avoir gelé, reversé aux Iraniens, ils savent quand même que normalement, à l'issue d'une guerre, c'est pas le vaincu qui touche de l'argent. Donc bref, cet électorat est fâché contre Trump, et donc effectivement aujourd'hui nous sommes en train d'assister à un show trumpien, ce que je disais tout à l'heure, à une grande mise en scène. Et effectivement, le président est en train de vanter son bilan. Il va sans doute poursuivre sur cette corde pendant encore un bon moment, avant évidemment de passer à l'Iran. Maintenant, la grande question, c'est comment va-t-il tenter de se sortir de ce guêpier? Effectivement, il pourrait décider de bombarder, entre guillemets, intensivement l'Iran et déclarer ensuite aux Américains: victoire, tous nos objectifs sont atteints, pour donner l'impression qu'il se retire, comme ça a été dit tout à l'heure sur votre plateau, qu'il se retire un petit peu en vainqueur de ce conflit. Mais pas sûr que cette option fonctionne auprès des États-Unis. N'oublions pas que si le régime de Téhéran tient toujours à ce moment-là, et probablement il tiendra encore, et que les Iraniens n'aient pas vraiment fait de concession, les Américains continueront à être fâchés contre leur président. Donc c'est assez difficile pour Donald Trump de se sortir de ce guêpier. Peut-être nous annoncera-t-il qu'un accord diplomatique magique est en vue. N'oublions pas aussi que ce qui se passe très très mal ici auprès des observateurs, c'est qu'on n'est plus du tout en train de parler des raisons de la guerre. On a oublié le nucléaire, le missile balistique, on n'en parle plus du tout. Et aujourd'hui, le grand enjeu, c'est le détroit d'Ormuz, détroit qui fonctionnait parfaitement avant que M. Trump ne nous entraîne dans ce conflit. Nicolas Richoux. Oui, c'est normalement c'est un conseil de défense, ou l'équivalent d'un conseil de défense français. On n'imagine pas le président Macron commencer à vendre ses performances économiques alors même qu'on l'attend sur des décisions importantes en matière de défense. Donc c'est véritablement un discours de campagne, tout simplement, un discours de campagne vers les midterms. Moi, j'ai noté, alors l'industrie va mieux, les frontières sont sûres, les prix ont baissé, etc., etc. Donc tout ça. La criminalité a baissé également, donc tout ça n'a rien à voir avec le sujet en cours. Donc effectivement, c'est une espèce de ce qu'on appelle en matière militaire une manœuvre de déception, c'est-à-dire qu'on emmène les gens sur un autre sujet que celui qui est un peu celui sur lequel on l'attend, c'est-à-dire que là il est en difficulté, il est en déséquilibre, il n'arrive pas, il est dans le guêpier, donc il parle d'autre chose. Et ça c'est la grande force de Donald Trump, pour lequel il est quand même ultra doué, c'est-à-dire avec sa diarrhée verbale et de l'occupation de l'espace médiatique absolument permanent, il est capable d'emmener sa base MAGA sur un tout autre sujet, et puis les gens vont dire mais bien sûr, regardez, il n'y a pas de problème, et il n'aura pas parlé de l'essentiel. Oublier aussi ce bourbier iranien. Est-ce que c'est l'équivalent d'un conseil de défense? C'est ce que j'allais dire, c'est un cabinet c'est un conseil de ministres, tout simplement. Il y a beaucoup plus autour de la table que quelqu'un pour un conseil de défense. C'est pour ça que moi, je pensais qu'il n'allait pas forcément parler de l'Iran en soi, parce que quand il convoque ce genre de réunion avec ces gens-là, c'est pas simplement pour parler de défense, c'est souvent pour parler de l'économie, c'est ce qu'on a vu le plus, ou pour parler politique intérieure, parce qu'effectivement, c'est pas qu'il est en campagne, mais le Parti républicain est quand même en campagne, et les chiffres
économiques sont très importants et sont pas forcément au beau fixe entre l'inflation, le prix du pétrole, entre autres. Donc, il faut aussi qu'il parle à sa base. Et ça n'est pas avec un conseil de défense, ça, c'est avec les ministres de l'économie. Enfin, on réunit tout le monde pour faire un coup de pub. Alors, on va retrouver Sonia Dridi à Washington. On va suivre, bien sûr, cette réunion, les prises de parole du président américain pour voir notamment, Sonia, si le président américain s'exprime sur ce bourbier iranien dont il cherche à sortir. Oui, alors il va très certainement parler de l'Iran à un moment parce qu'il a laissé entrer les journalistes du Pool dans cette salle à Camp David où se déroule cette 13e réunion avec son cabinet. Donc il y aura forcément des questions sur l'Iran. Donald Trump, qui il y a quelques mois avait déjà prévu une réunion de cabinet à Camp David et ensuite avait annulé en raison, selon la Maison-Blanche, du mauvais temps. Et en effet, c'est en général un lieu où on parle diplomatie, où on reçoit des chefs et des leaders étrangers. On sait que Donald Trump est en train d'hésiter sur la prochaine phase du conflit avec l'Iran, qu'il est lui-même exaspéré, notamment selon NBC, parce qu'il y a des divisions entre ses conseillers sur la marche à suivre, sur l'attitude à adopter et la stratégie par rapport à l'Iran. Il y a Pete Hegseth, que l'on a vu sur les images, son secrétaire à la défense, qui penche plutôt pour une escalade militaire, et puis J.D. Vance, qui lui favorise plutôt la diplomatie. On a appris aussi récemment que l'amiral Cooper, qui est le chef du CENTCOM, lui a proposé un plan pour une campagne aérienne qui irait jusqu'à 2 semaines, une campagne aérienne punitive et massive pour notamment cibler les infrastructures iraniennes. L'amiral Cooper, qui est convaincu que si on lui laisse du temps, une campagne aérienne peut fonctionner, peut être un succès pour faire capituler l'Iran. Donald Trump, de ce que l'on sait, n'a pas encore donné son feu vert. Il pourrait bientôt le donner, ou alors continuer des frappes limitées et laisser une voie à la diplomatie. Merci beaucoup Sonia Dridi, vous restez avec nous. On va écouter un échange que vous avez eu avec Donald Trump justement sur son intervention en Iran. Écoutez. Voilà, alors ça arrive, ne vous inquiétez pas, on va entendre cet échange. C'est Sonia Dridi qui a passé un coup de fil au président américain et Donald Trump a répondu. Bon, alors, ce qui est intéressant avec l'échange, c'est que c'était aussi reporté, et bravo à Sonia Dridi, c'était reporté par la presse américaine aussi, je crois que... Ah oui, qui s'en est fait l'écho. Oui, tout à fait. On va l'écouter. Hello. Hi, Mr. President. I'm the White House correspondent for French TV, LCI, TF1. Are you considering resuming a full-scale war with Iran? If we don't get 100% of what we want, absolutely. Do you have a message for your European allies? They're lucky they have me as their friend. And Mr. President... They're very lucky they have me as their friend, or they would be in big trouble. Mr. President, are you considering imposing more tariff on the European Union? I don't want to comment on that. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. I appreciate it. Thank you. Voilà, allez, on va rester sur la première partie de l'entretien. Il dit oui, je pourrais frapper massivement. C'est bien à cette question-là qu'on cherche à répondre. C'est est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire ou pas? Il dit si on n'atteint pas 100% de nos objectifs. Mais quels sont les objectifs? Donc on le sent, c'est une manière de redire qu'il est complètement embourbé. Par ailleurs, à sa deuxième question, quand il répond « Les Européens ont de la chance de m'avoir pour ami », ça convoque chez moi la fameuse phrase de Kissinger, vous savez, qui disait être l'ennemi des États-Unis, c'est dangereux, être leur allié, c'est létal. Et on en fait en ce moment, malheureusement, tristement, l'expérience. Je voudrais maintenant qu'on regarde toujours ces images de propagande. Côté iranien, on en voit, côté américain aussi, et on vante la force des Américains. Regardez ce clip du secrétariat à la Défense. America, a people bound by faith, freedom and opportunity. Its prosperity owed to a long line of warriors and an ethos that remains unwavering. Our warfighters stand on the shoulders of giants who have taught us to fight and win.
America's War Department continues to build the most lethal fighting Nicolas Richoud, donc les États-Unis affichent leur force. En réalité, dans ce dossier iranien, ils sont dans quelle position ? Ils sont dans une position de faiblesse et de déséquilibre avant. Mais là, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu la focale américaine dans laquelle, si vous voulez, la force militaire est l'expression ultime, finalement, de la puissance. Alors, on sait que c'est pas vrai. La puissance militaire, elle est toujours mise au service de la politique. C'est-à-dire, c'est un moyen. Or, on a le sentiment que c'est un but chez les Américains. Et c'est ça, en fait, le hiatus aujourd'hui. La force militaire n'a jamais été un but. Ça a toujours été la manière de tordre le bras à l'adversaire et de l'amener à raison et à gagner pour lui. Aujourd'hui, eh bien, la seule chose qu'on est capable de nous vanter, c'est je suis fort. Et on voit où la force militaire brute amène, c'est-à-dire nulle part, à la défaite stratégique sur le plan politique. Et l'expression, on le voit là, la supériorité américaine au Vietnam les aura pas permis de gagner. Je rappelle que la victoire des Français, des Anglais notamment en Libye nous a amené à un problème stratégique majeur dans le Sahel en 2011, et qu'on a gagné la guerre d'Algérie sur le plan militaire et qu'on l'a bien perdu sur le plan politique en 1962. Donc il y a un découplage complet entre la puissance militaire, il faut jamais se tromper de ça, qui n'est qu'un moyen, et quand elle devient un but, eh bien ça donne ça. Voilà, le but, c'est d'être le plus puissant, mais finalement, eh bien, on bute après la volonté de l'adversaire, qui reste la dernière expression, c'est la volonté de l'adversaire. Et donc, eh bien, les Iraniens nous le rappellent ce soir. Elisabeth. Alors, je pense qu'il faut aussi regarder, notamment du côté américain, ces vidéos comme, on va dire, d'abord une expression d'une culture guerrière qui est assez présente aux États-Unis, dans la culture plus généralement, mais aussi un message, c'est pour l'opinion publique, notamment pour sa propre base, qui ne se pose pas la question de la stratégie politique, on va être très honnête, mais qui se pose, qui ont acheté cette image d'une Amérique très très forte qu'il a promis pendant la campagne électorale, et qui sont sensibles à ce genre d'image. On le voit du département de défense aussi sur le recrutement, on le voit un peu partout. Donc c'est un message qui est très américain en quelque sorte, mais qui est aussi destiné en quelque sorte à sa base, je pense aussi. Bien évidemment, surtout aussi aux Iraniens, regardez qu'on est fort, mais je pense que aussi Roman Sura a parlé du fait qu'ils perdent un peu de sa base aussi sur le soutien. Je pense montrer qu'on est fort, qu'on a les armes, etc. C'est une façon de parler aussi à sa base, aux Américains qui sont plus sensibles à ce genre de message. Oui, Gallagher, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. C'est une administration, et le delta, la nuance que j'apporterais par rapport à ce que disait le général Richoud tout à l'heure, pas dire les Américains, c'est-à-dire cette administration. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de militaires américains, notamment d'officiers, qui voient ce clip et qui sont pas du tout, si vous voulez, satisfaits ou impressionnés. C'est-à-dire quand vous dialoguez avec des militaires français qui ont encore la possibilité d'échanger avec leurs homologues américains, beaucoup expliquent, alors évidemment en off, mais qui rasent les murs et qu'ils attendent juste que ce cauchemar se termine. Parce que non seulement ce clip est ridicule, mais il y a un tel delta qui sépare, la projection au travers de ces images, de cette musique, cette espèce de clip, et le résultat, ou les résultats, ou l'absence de résultats obtenus par cette soi-disant force d'une létalité. Et qu'est-ce qui est célébré là-dedans ? Vous remarquez, ils sont obsédés par un terme létal. L'idée de la létalité. Mais les États-Unis, si vous voulez, ça a été dit par le général Richoud, pardon, on vient de célébrer 250 ans, les valeurs qui sont au cœur du projet, vous l'aimez pas, la liberté, la démocratie, la méritocratie, l'innovation, etc. Il y a quand même de tout ça qui anime certaines des personnes qui servent les États-Unis, qui sont sous les drapeaux, qui sont prêts au sacrifice ultime pour ces valeurs, pas pour servir des types qui commandent des clips pour faire plaisir au patron, qui, ça a été dit par Monsieur Sura tout à l'heure, est un showman obsédé par l'image, etc., mais pour servir quelque chose de bien plus noble et grand que cela. Et je terminerai simplement en disant que, en termes d'efficacité, et ça, c'est un avis purement personnel, je trouve que ce domaine, celui de la communication, est un de plus où les Iraniens étaient manifestement bien mieux préparés que les Américains. Oui. C'est-à-dire que les Iraniens, dans leurs clips, montrent qu'ils ont compris, parce que, et ça a été dit par Madame Shepard-Selam, ce clip, il s'adresse à qui ?
mais soit à des gamins, des adolescents ou prépubères qui ont envie de se balader avec des flingues et d'aller tirer je sais pas où, faire je sais pas quoi, parce que l'armée, la force, la virilité, le masculinisme, etc. Soit des gens qui ont cette mentalité, mais encore une fois, les Iraniens dans leurs clips, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils savent s'adresser à un public similaire, pas que, mais notamment avec ses codes culturels. Vous parlez notamment des clips Lego, voilà. etc., qui sont de plus en plus populaires. Juste un tout petit mot. Je rappelle d'ailleurs à cet effet, pour compléter ce que vient de dire Gallagher, que le but ultime des armées n'a jamais été de tuer les gens. Exactement. Absolument jamais. Le but des armées, c'est de remplir la mission qu'on leur a donnée. Et quand la mission est remplie sans tirer un coup de feu, on a gagné. Et ça, c'est vrai depuis les armées antiques. C'est rappelé d'ailleurs dans Flavius Joseph, en 68, devant Jérusalem quasiment, qui dit la plus grande gloire, c'est de conquérir la cité sans un coup de fil, sans être obligé de donner l'assaut. Et donc remplir la mission. Voilà, on nous donne une mission, il faut la remplir. Voilà. Et ça n'a jamais été d'aplatir le type en face à tout prix jusqu'au dernier homme. Juste très rapidement, il faut pas oublier qu'il n'a jamais servi dans l'armée, que ça n'est pas du tout dans sa culture, et qu'il a depuis son premier mandat une bisbille avec les forces armées assez importante. Moi, je parle beaucoup avec des gens dans le domaine, enfin des officiers américains. Il y a quand même un malaise, une sorte de différence entre la politique et le militaire aux États-Unis sous cette administration, qui est aussi, enfin, il y a effectivement un malaise du côté des officiers. Alors, je voudrais qu'on écoute les mots de Trump, qui ne sont pas des mots du jour, je crois hier ou avant-hier, où il est interrogé sur le rôle de la Chine. Est-ce que la Chine apporte de l'aide à l'Iran, la Chine qui livrerait 400 missiles à l'Iran? Écoutez. Le président Xi vous a dit que la Chine ne vendrait pas d'armes à l'Iran. Mais selon un rapport, l'Iran serait sur le point de recevoir 400 lance-missiles en provenance de Chine, acheminés via le Pakistan. Ce serait surprenant. Ce genre de choses peuvent arriver, mais ce serait surprenant. Xi m'a dit clairement qu'il ne le ferait pas, mais il sait que je serais déçu s'il le fait. Il vient le 24 septembre. Gallagher, que sait-on du rôle joué par la Chine et d'éventuelles livraisons de manpad, de lance-missiles par la Chine? Alors, les services américains estiment que des entreprises chinoises, et vous imaginez bien qu'elles ne font rien, et surtout sur un dossier aussi sensible, sans un aval politique au plus haut niveau, envisageraient, donc ça n'a pas été fait, mais envisageraient la livraison de composants et d'éléments à des fins militaires aux Iraniens. Il y a cette histoire de manpad, il y a eu un échange de courriers entre le président des États-Unis et Xi Jinping, c'est je crois ce à quoi le président des États-Unis fait référence dans ce clip, où le président des États-Unis a très clairement dit aux Chinois, ne fais pas ça, le Chinois aurait dit, je ne fais pas. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout à l'heure on parlait de dualité, vous avez des composantes, notamment des puces, que les Chinois peuvent livrer, et possiblement via des pays tiers. Ce qu'on lit dans les rapports, c'est que l'un de ces pays tiers serait sur le continent africain, donc transiterait. Ils sont soupçonnés de ça. Oui, d'utiliser des pays tiers afin d'acheminer en direction de l'Iran des composants qui pourraient être utilisés à des fins de reconstitution d'arsenal militaire. Mais, et je termine par là, ce qui me frappe, c'est le ton de Donald Trump qui paraît presque badin, léger, contrairement à la manière dont il parle. Tout à l'heure, je commentais ce qu'il disait sur les Européens. Il ferait bien de se rendre compte de la chance qu'ils ont de m'avoir pour ami. Et cette espèce de légèreté par rapport à Xi Jinping, je serais déçu s'il faisait ça. C'est-à-dire que vous seriez déçu que les Chinois livrent des armes qui permettent de tuer vos compatriotes. Des soldats américains serait juste une déception. C'est pas une menace explicite, c'est pas une condamnation ferme, c'est une déception. Romuald Siora, on sait que les deux hommes vont se voir bientôt, ce sera au mois de septembre, dans moins de 2 mois maintenant. Donc il y a le dossier iranien, mais il y a d'autres facteurs de tension en ce moment entre les deux dirigeants.
Oui, bien évidemment, mais juste pour rebondir sur ce que Gallagher vient de dire, effectivement, Donald Trump est fort, je dirais, avec les faibles, et un petit peu une carpette, avec ce qu'il appelle lui-même les mâles alpha. On cherche des critiques virulentes depuis 1 an et demi à l'encontre de Xi ou de Poutine. Maintenant, effectivement, Trump sait très bien que faire porter, mettre sur le dos de la Chine des élections qui nous auraient été volées aux États-Unis ou des livraisons d'armes à l'Iran parle également à son électorat. N'oublions pas 2 choses. Le 4 juillet dernier, lors du 250e anniversaire, le président nous a fait un discours martial où il parlait du danger communiste qui était à nos portes et qui représentait également un danger intérieur. 1 semaine après, il a parlé de la Chine qui était en train donc de détourner nos élections, etc., etc. Donc, il travaille son électorat, une fois encore, son obsession, son électorat MAGA, l'électorat républicain, en lui parlant de ce danger communiste à l'extérieur et à l'intérieur, probablement pour justifier une contestation du résultat des élections de mi-mandat dans quelques mois. Mais dans le même temps, pour répondre clairement à votre question, le président américain sait très bien qu'une relation stable avec la Chine, entre les États-Unis et donc la Chine, est la seule garantie d'un minimum de stabilité dans les bourses mondiales et en ce qui concerne l'économie mondiale. Donc voilà aussi pourquoi Trump ménage Xi, et il faut s'attendre, lors de la visite du président chinois à Washington au mois de septembre, à une visite cirage de pompe, un petit peu ce qui avait été le cas d'ailleurs avec Vladimir Poutine l'année dernière. Romuald Thiora, merci beaucoup. Elisabeth, vous vous attendez à ça, vous aussi? Oui, enfin, moi je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Je pense que cette question... moi je suis toujours gênée. Je pensais en même temps à ce qu'il disait Gallagher. Ces échanges, que ça soit avec Poutine ou Xi, à chaque fois on a cette impression que quand on lui pose la question de la mise en danger de la vie des Américains ou même du quotidien, c'est-à-dire les prix et tout, en fait, son peuple, alors qu'il a fait toute sa campagne sur America First, en fait, il vient toujours en deuxième. Et je pense que on peut faire toutes les mises en scène qu'on veut, on peut faire toute la com qu'on veut. Ce message, quand même, à un moment, il faut l'écouter et c'est très inquiétant. Ouais, mais est-ce que les dossiers gênants vont être abordés lors de ce déplacement ? On a l'impression qu'il... De Xi Jinping. Ouais, de Xi Jinping. Oui, le 26 septembre. Ben justement, il essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, tellement les enjeux, notamment économiques, sont massifs. Moi, il y a un enjeu dont je trouve qu'il est essentiel pour l'avenir de l'humanité, et ces 2 acteurs sont majeurs sur cette question dont on parle trop peu, c'est l'idée de la régulation de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est une actualité que vous suivez un petit peu. On a eu cette semaine, si vous voulez, un modèle qui hack des entreprises. Je veux dire, c'est quelque chose qui avance à la vitesse grand V. Il y a eu une interview, dont j'ai trouvé qu'elle était très intéressante, d'Elon Musk par une grande intervieweuse pour The Economist, où justement il parle de ce qui est en train de se passer, de la manière dont sa position sur la question a évolué. Je digresse un petit peu, mais c'est une manière en fait de répondre à votre question. Oui, ça fait partie des sujets extrêmement, sensibles et difficiles. Maintenant, est-ce que le soutien à l'Iran sera abordé? Donald Trump espère probablement que non, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que l'histoire iranienne serait encore tellement présente je crois que la rencontre doit se dérouler le 26 septembre prochain, qu'il faudra en parler avec la Chine, parce qu'en plus la Chine apporterait une aide significative à l'Iran. Ouais. Et dans les petits sujets de friction aussi, il y a ces nouveaux robots humanoïdes que Trump a dit, moi j'en veux pas, et il soupçonne les Chinois de vouloir surveiller finalement les États-Unis. Vous allez suivre bien sûr sur LCI cette réunion qu'on vit ensemble. Ça se passe du côté de Camp David, le président américain qui réunit son cabinet pour parler notamment de l'Iran. Mais tout de suite, c'est le journal, c'est avec Kadi Adoumdouas. On va parler, Kadi, de ces habitants de 2 nouvelles communes en Gironde qui peuvent regagner leur domicile. Oui, enfin, effectivement, feu vert de la préfecture pour la commune de Lanton et celle d'Andernos-les-Bains. Plus de la moitié des 224 000 résidents et touristes évacués ont déjà pu réintégrer leur domicile, donc dans 12 communes du nord-ouest au sud de Bordeaux. Alors, amélioration dans le sud-ouest, mais reprise de feu dans le Var. De nouvelles évacuations ont été ordonnées cet après-midi à Correns. L'incendie du Gros Bessillon, qui avait déjà brûlé 4500 hectares, est attisé par un Mistral violent et une température qui frôle les 40 degrés.
C'est l'une des images du jour, l'afflux de plus de 60 000 migrants marocains à Ceuta, en Espagne, ces dernières 24 heures. Madrid annonce que 37 500 sont déjà de retour au Maroc, après avoir foulé l'enclave illégalement. Notez que le dernier bilan fait état de 34 morts par noyade. Et puis vous le disiez Céline, l'actualité internationale qui est marquée par cette réunion en cours à Camp David dans le Maryland aux États-Unis. Donald Trump qui réunit son cabinet. L'un des enjeux, c'est de trouver évidemment une sortie à la guerre avec l'Iran. Information qu'on suivra évidemment en direct sur LCI avec Thomas Misraki et ses invités qui vous accompagneront ce soir.